On rentre maintenant dans l'étape 2, donc la réalisation de la lecture. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut aller travailler avec la réalisation de la lecture. La première, ce sont nos habiletés fondamentales de la lecture. Et quand on pense à notre nouveau programme CARD et les 4 domaines, très rapidement, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire dans quel domaine se retrouveraient nos habiletés fondamentales de la lecture et de l'écriture? Domaine A, domaine B, domaine C ou domaine D? Il y en a qui veulent se lancer. Ça fait 1 an qu'on a notre curriculum maintenant. On le connaît bien. On est dans le domaine B. Alors, nos habiletés fondamentales, notions fondamentales de la langue. Dans le domaine B, on a, merci Carole, on a, oui, la communication orale et non verbale, mais je vais revenir dans à une autre section, donc je ne l'ai pas inclus ici, mais la lecture et l'orthographe des mots, la morphologie, le vocabulaire, la fluidité, les conventions linguistiques aussi, conscience phonémique, phonétique, font tous partie de nos notions fondamentales de la langue. Donc oui, on peut aller travailler ces éléments-là dans notre lecture à voix haute. Et là, je voudrais qu'on mette plus un chapeau de primaire, peut-être, lorsque je vous présente ces activités ici. Mais il y a plusieurs façons d'aller travailler toutes sortes d'éléments en lien avec les habiletés fondamentales. Donc, par exemple, au niveau des concepts reliés à l'écrit, on pourrait aller travailler chez nos tout petits, faire comprendre quel est un titre, où est le titre, quel est le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, comment s'appelle la première page, la première de couverture, la reliure, la quatrième de couverture et tous les éléments, les concepts reliés à l'écrit par rapport à un livre. On peut aussi même travailler la directionnalité pour montrer à nos élèves qu'on lit de gauche à droite. Donc, quand nous, on lit, on peut glisser notre doigt comme ça. C'est tous des éléments qu'on doit aller travailler chez nos tout-petits parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné pour eux. Ils doivent le voir explicitement et à maintes reprises pour le comprendre. On peut aller travailler les connaissances des lettres, donc pointer à des lettres. Peut-être que vous êtes en train de voir une lettre ou une correspondance graphème-phonème particulière, mais aller à la chasse à cette correspondance graphème-là ou à cette lettre-là. Distinguer entre les lettres majuscules et les lettres minuscules, nommer les lettres de divers mots et le son qu'ils produisent. Et on peut aussi définitivement aller travailler la conscience phonologique et phonémique, donc faire des rimes et aller voir les allitérations que l'auteur utilise, compter le nombre de mots dans les phrases, le nombre de syllabes, faire la fusion et la segmentation phonémique. Bien entendu, par contre, la lecture à voix haute n'est pas le moment où je vais nécessairement faire mon enseignement explicite, mais où je peux faire par contre de la consolidation ou explorer un concept avec nos élèves. Ça ne remplace pas par contre mon enseignement, euh, mon enseignement explicite des notions fondamentales. On peut aussi aller travailler la compréhension et la métacognition. Donc, dans notre programme CALM, quand on parle de compréhension et de métacognition, on est dans le domaine C, mais on est aussi dans le domaine A. Parce que dans le domaine A, on nous demande de faire établir des liens entre les différentes perspectives, etc., ou même dans les différentes matières, l'interdisciplinarité. Donc, on veut comprendre aussi diverses identités, expériences et perspectives, comprendre les mots, comprendre les phrases, comprendre les textes. Et puis, on veut définitivement aussi aller développer la pensée critique chez nos élèves. Donc, on est dans le domaine C et dans le domaine A. Et donc, pendant la lecture, c'est ici qu'on veut vraiment mettre un haut-parleur sur notre pensée et puis euh, penser à voix haute pour favoriser la compréhension. Parce que c'est ici qu'on doit miser sur développer le bagage de connaissances des élèves et travailler leur stratégie de lecture. Mais on ne veut pas nécessairement travailler les stratégies de lecture de manière isolée. On veut démontrer comment est-ce qu'un lecteur va les utiliser là où il en a besoin pendant sa lecture. Okay? On veut les utiliser de manière holistique ou authentique.
Donc, penser à voix haute est un excellent moyen de faire ceci. Donc, on peut aller démontrer comment est-ce qu'on va regarder et analyser la structure d'un texte pour nous aider à comprendre. On peut aller voir, démontrer comment on va faire des prédictions, puis aller les vérifier. Comment on visualise une histoire, surtout chez nos élèves au cycle moyen. Ici, c'est une occasion parfaite de démontrer des stratégies de visualisation euh, parce qu'on a tendance à lire des textes qui ont moins d'images. On veut démontrer à nos élèves comment on fait des liens, comment on utilise des indices pour faire des inférences, puis comment on fait pour aller vérifier si on a bien compris notre texte. Et puis, pour nos élèves qui sont apprenants de la langue, c'est intéressant de penser à utiliser des amorces de phrases pour nous aider à euh, euh, expliciter notre pensée et pour leur donner à eux justement un cadre référentiel ou une structure à utiliser pour les aider, eux, à verbaliser euh, ces stratégies-là ou cette pensée à voix haute qui se passe. Donc, je suis perplexe par rapport à quelque chose dans le texte. Avant la lecture, je pensais ceci, mais maintenant, je pense ceci. Alors ça, cette partie-là, ça me fait penser à tel autre livre ou tel autre personnage ou une histoire, un film. Oups. J'ai l'impression que, donc ça pourrait être une prédiction qui se passe ici ou ça pourrait être une réflexion par rapport à la pensée intérieure du personnage, etc. Oh, ça, cette partie. Oh, j'ai utilisé le même début de phrase deux fois, je suis désolée. Je me demande si le personnage va faire ceci ou choisir de faire cela, etc. Ah, je vois une petite question dans le chat. À quel moment du bloc de littératie il est le plus bénéfique de faire la lecture à voix haute? OK? Puis si on peut pas trouver un livre comme à la bibliothèque, c'est mieux d'utiliser des vidéos sur YouTube avec le livre ou trouver un autre livre. OK, je vais juste aborder les deux petites questions qui sont dans le texte. Par rapport à trouver un livre, à la fin de la présentation, j'ai plusieurs suggestions pour vous. Euh, Moi, j'ai un peu peur d'utiliser YouTube maintenant. Pendant la pandémie, c'était une chose, là, mais maintenant, des fois, faut vraiment vérifier si la personne qui fait la lecture à voix haute a les droits d'auteur par rapport à ce livre-là. Mais il ne faut pas toujours penser juste album jeunesse. Il y a toutes sortes de différentes façons qu'on peut faire la lecture à voix haute aux élèves. Donc, je vais juste, je voulais y répondre rapidement, mais je vais y revenir à la fin de la présentation. Puis par rapport à Cathy Desrosiers, ça dépend aussi de votre groupe d'âge, puis ça dépend aussi de votre intention. Votre lecture à voix haute peut se faire comme un tremplin vers un apprentissage ou comme une consolidation aussi. Euh, donc, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement un temps euh, particulier où tu voudrais le faire, mais je dirais qu'il y a une fréquence à laquelle tu voudrais la faire. Puis moi, j'essayais toujours d'incorporer ma lecture à voix haute pour un minimum de 3 fois semaine, sinon pas 5 fois semaine. Un petit bloc de lecture à voix haute. C'est pas obligé d'être très long, mais après la lecture à voix haute, peut venir plein d'autres activités en lien avec cette lecture-là aussi. Euh, Chez les tout-petits, souvent, j'aime faire l'enseignement explicite des notions fondamentales dès le début de la journée. Donc, ça serait un bloc de 30 minutes au tout début de la journée, puis qui pourrait être suivi ensuite d'une lecture à voix haute, puis ensuite suivi d'autres lectures en lien avec cette lecture à voix haute-là aussi. Mais comme on a dit tantôt, des fois, c'est le fun de le faire juste avant la récréation ou juste après la récréation du dîner pour qu'il se calme. Donc, à vous de choisir un temps stratégique pour vous. Par rapport au type de questionnement pendant la lecture, maintenant, il y a toutes sortes de différentes sortes de questions qu'on veut poser à nos élèves, puis on veut poser toute la panoplie. Mais comme j'ai dit tantôt, quand on ne planifie pas notre lecture, on a tendance à rester avec des questions de compréhension plutôt explicites. Mais on veut aller poser des questions implicites. On veut poser des questions d'interprétation ou de réaction, puis on veut aussi poser des questions qui vont inciter les élèves à porter un jugement critique.
Quel genre de questions est-ce que ce serait, ça? Ben, les questions explicites, ça pourrait être qu'est-ce qui vient de se passer dans l'histoire? Quelque chose qui est très évident. Ou une question de repérage. Que vois-tu dans l'image? Mais en allant dans du plus implicite, ben, qu'est-ce qu'on veut dire par telle chose? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire par ça? Ou que va-t-il se passer ensuite? C'est un petit peu plus implicite maintenant. Question d'interprétation ou de réaction. Toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Sais-tu maintenant pourquoi on surnomme le personnage comme ça? Il y a une question où est-ce qu'on va porter un jugement critique. Est-ce que tu es d'accord avec ce que l'auteur dit ici? Crois-tu vraiment que ce soit possible, ce qui est décrit dans le livre? OK? Donc, on veut aller chercher des questions de tout genre ici. Des questions que les élèves peuvent répondre facilement, oui, mais des questions qui vont demander un peu plus de réflexion, plus de discussion ensemble, et aller analyser davantage le texte. Quand on parle de stratégie de questionnement efficace, bien, petit conseil, lorsque vous utilisez ou lorsque vous voyez que vos élèves utilisent ou mettent en vedette une stratégie quelconque, mettez-le à la lumière. Donc, j'ai remarqué que toi, tu as utilisé des indices dans le texte pour faire une prédiction, comme les bons lecteurs le font. Il faut le mettre en évidence parce que les élèves ne savent pas toujours ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on veut vraiment l'expliciter pour eux. On veut poser des questions ouvertes, des questions qui vont leur permettre de discuter justement et pas juste de dire oui ou non. Alors, qu'est-ce que tu penses de? Que remarques-tu? Ou comment penses-tu qu'il se sent? On veut aussi échafauder notre questionnement pour encourager l'élaboration des idées. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce que tu es en train de dire en ce moment? Puis ces genres de questions-là, si vous voulez avoir des bons trucs de discussion, je vous recommande d'aller lire le livre Strive for Five. Je ne sais pas si Michel est encore ici avec nous, mais je sais que Michel Courville va faire une étude de livre très bientôt cette année sur le livre Strive for Five. C'est toutes des stratégies pour enrichir les discussions. Donc, je vous recommande fortement. Et puis, on veut aussi attirer l'attention des élèves vers les faits importants. Donc, voici la fait inattendu. Où est-ce que tu pensais que ça allait vraiment arriver? Et finalement, on peut aller travailler pendant la lecture des habiletés langagières. Là, on est dans le domaine B et D. OK? On parle de communication orale, non verbale, l'expression des idées, les formes de discours, l'application des conventions linguistiques et l'utilisation du vocabulaire. Puis, je vous suggère une lecture dialogique. Alors, une lecture dialogique, c'est une lecture qu'on peut faire pendant toute la semaine et une relecture du même texte, qui est très, très positif. Donc, dans une première lecture, on va s'en tenir à des questions de surface, OK? Qui, quoi, quand et où. Puis, on veut aller, nous, approfondir avec une autre question pour les élèves. On veut demander aux élèves de répéter les nouveaux mots, de les utiliser dans leur discours, dans leur discussion, puis on veut aussi discuter des sujets d'intérêt des élèves. Pendant la deuxième lecture, bien, on va aller poser des questions un peu plus ouvertes par rapport à l'histoire pour solliciter le retour d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-là de l'histoire? Puis on veut ajouter des détails aux réponses des élèves et clarifier leurs réponses. Pendant la troisième lecture, mais c'est là qu'on veut que les élèves soient capables d'établir des liens avec leur vécu ou des questions, on veut poser des questions qui introduisent des concepts comme les caractéristiques du type de texte pour que les élèves soient capables d'analyser plus en profondeur le texte. Puis on veut les guider dans le rappel du texte en le relisant. On veut poser des questions liées aux péripéties, etc. Donc, à chaque lecture, on va aller de plus en plus en profondeur. Quelques petits conseils pour votre réalisation de la lecture. Donc, on veut planifier des moments d'arrêt stratégiques, mais on ne veut pas en faire trop. On veut utiliser des stratégies qui sont appropriées pour le groupe d'âge. On veut prévoir des lectures multiples d'un même texte pour aller chercher différentes intentions de lecture à chaque fois. Et on veut encourager la conversation et le questionnement chez nos élèves.
N'oubliez pas non plus que tout dépendant du type de texte que vous êtes en train de lire, il y a aussi tout un langage littéraire associé à ça. Donc, on veut aussi élaborer, discuter ce vocabulaire-là. Donc, le milieu, la fin, le thème, les péripéties, un événement, une image, un personnage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire associé à chacun des types de textes. Donc, assurez-vous que vos élèves comprennent ou que vous avez enseigné ces mots vocabulaire-là. Donc, très rapidement, quel type de lien serait-il possible d'établir à partir de votre texte que vous avez entre les mains? Pouvez-vous penser à des questions de divers niveaux à poser pour stimuler la discussion? Et quelle stratégie pourrait être modélisée lors de cette lecture?